6 ans. C'est le temps que j'ai porté son rêve sur mes épaules, telle une mule élevée pour la loyauté et le sacrifice. Ça n'a pas toujours été aussi lourd. Au début, c'était de la fierté. À l'époque où elle me tenait la main, les doigts tachés d'encre, après avoir étudié jusqu'à minuit, et murmurait « Merci d'avoir cru en moi, Marcus ». J'y croyais vraiment. J'y croyais tellement que je faisais des doubles journées, que je sautais des vacances, que je refusais des promotions qui m'obligeaient à déménager et que je dépensais chaque prime dans ses frais de scolarité, son loyer, ses manuels et ses interminables frais essentiels que la faculté de médecine semblait inventer un semestre sur 2. Quand sa demande de prêt étudiant a été refusée, j'ai cosigné sans hésiter. Quand sa voiture est tombée en panne, j'ai vendu la mienne et pris le bus. Quand elle avait des pannes pendant les examens, je veillais auprès d'elle, soulageant son anxiété avec une blague et un repas chaud. Je n'étais pas seulement son mari. J'étais sa pom-pom girl, son financier, son équipe d'intervention d'urgence, son Xanax humain. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que je n'étais pas son partenaire. J'étais son parrain. Et on riait, surtout parce que c'était à moitié vrai et en partie parce que ça faisait mal de le dire à voix haute. Mais jamais, pas une seule fois, je ne l'ai dit avec rancœur. Je l'aimais et j'ai cru en elle jusqu'à ce matin-là. Elle était sous la douche en train de fredonner une chanson entraînante, peut-être un morceau de SZA ou Daryl Lennox, peu importe ce qu'elle écoutait sur sa playlist d'émancipation. Je passais juste devant son bureau pour prendre le chargeur quand j'ai remarqué son ordinateur portable ouvert, l'écran encore lumineux. Son brouillon de discours de fin d'études trônait au centre, le titre en gras et centré. Vers de nouveaux départs, curieux, fier même, j'ai continué ma lecture. Vers de nouveaux départs, c'était parti. Et vers le courage qu'il faut pour se détacher du passé. Mes doigts se sont figés sur le tapis de souris. Mon cœur n'a plus tout à fait battu de la même manière après cette phrase. Je l'ai relue. Et vers le courage qu'il faut pour se détacher du passé. Se détacher du passé. Je n'étais pas le passé. J'étais encore bien là, debout, à payer nos factures, à réchauffer ses restes, à plier son linge. C'était moi qui venais de lui acheter une robe pour son dîner de remise de diplôme et qui avait réservé le restaurant qu'elle avait épinglé sur Instagram. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? J'ai fait défiler la page, espérant trouver le contexte. Une phrase qui me rachèterait, une phrase qui saluerait les années que j'avais consacrées à faire d'elle la femme qu'elle voyait maintenant dans le miroir. Mais rien. Juste des mentions de ses professeurs, de ses camarades de classe, de ses mentors, de sa mère, bien sûr, de Kayla, sa meilleure amie toujours fidèle, qui m'avait dit un jour que j'avais l'air trop à l'aise dans la banalité. Pas une seule mention de moi. Pas même un merci à l'homme qui avait financé chaque étape de son parcours, de la prépa médecine au matin où elle avait enfilé sa toge et son chapeau. Pas un mot sur l'homme qui avait bâti sa vie tout en mettant le feu à la sienne. Je me suis juste assis sur sa chaise de bureau, les yeux rivés sur l'écran, les mains jointes sur les genoux comme un homme essayant de garder son calme au bord d'un tremblement de terre. Le curseur clignotait comme une provocation. J'essayais de rationaliser. Peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas terminé. Peut-être que je verrais un brouillon demain qui m'inclurait, me qualifierait de « son rock » ou de « sa constante ». J'ai failli rire en voyant à quel point cet espoir sonnait pathétique dans ma tête. Mais cette phrase de laisser le passé derrière moi résonnait sans cesse. Ce n'était pas poétique. C'était précis. C'était une frappe chirurgicale enfouie sous les métaphores. Et j'étais la cible. Lorsqu'elle est sortie de la salle de bain, enveloppée de vapeur et vêtue de son peignoir en éponge familier, elle m'a souri et m'a embrassé le front. « Tu es debout tôt. » J'ai hoché la tête. Ouais, je consultais juste mes emails. Tu n'as pas vu le brouillon du discours, si? J'ai incliné la tête. Si. Elle a marqué une pause, puis a dit d'un ton léger, ne juge pas trop sévèrement. Ce n'est qu'un premier montage. Un premier montage? Ce vers était gravé comme du marbre. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas bronché. J'ai juste souri et dit, on dirait que tu es prête pour la suite. Elle cligna des yeux une seconde de plus que d'habitude, se demandant peut-être si j'avais compris quelque chose, mais elle haussa les épaules et partit commencer son maquillage. Ce moment réécrivit tout pour moi. Je portais un rêve qui n'avait plus de place pour moi.
Elle avait déjà réécrit son histoire, et je n'étais même pas une note de bas de page. Les 6 années que j'avais passées à la porter étaient déjà rangées dans le chapitre intitulé « Ce que j'ai dépassé ». Et le pire, c'est que je n'étais même pas en colère. J'étais engourdie. Il y a un silence qui s'installe quand l'âme rattrape enfin ce que son instinct murmure depuis des mois. J'avais remarqué qu'elle avait arrêté de rire à mes blagues. Qu'elle disait « mon appartement » au lieu de « chez nous », qu'elle me présentait de moins en moins en public. J'avais pris ça pour du stress, mais ce n'en était pas. C'était du détachement déguisé en ambition. Et maintenant, c'était presque fini. J'ai refermé son ordinateur portable doucement. Je ne l'ai pas affronté. Je n'ai rien jeté. Je ne lui ai même pas demandé d'explication, car à cet instant, j'ai réalisé quelque chose de plus important que toute réponse qu'elle aurait pu me donner. J'étais devenue invisible aux yeux de la personne pour qui j'avais tout donné. Ce matin-là, alors qu'elle passait devant moi, maquillée à la perfection, ses rêves projetant déjà une ombre sur les miens, je me suis fait une promesse silencieuse. Elle pense prendre un nouveau départ. Moi aussi. Et le mien ne viendra pas avec un mot de remerciement ni une toque de remise de diplôme. Il viendra avec quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus froid, d'un peu plus permanent. Elle n'avait jamais laissé son téléphone déverrouillé. Pas une seule fois en 6 ans. C'était un sujet de plaisanterie. Sa façon de le serrer comme s'il contenait des secrets d'État. Si je jetais ne serait-ce qu'un coup d'œil pendant qu'il bourdonnait sur la table, elle surgissait avec un rire qui ne lui touchait pas vraiment les yeux. L'intimité est saine, disait-elle. Et j'étais d'accord jusqu'à ce matin-là. Elle est partie précipitamment. Café dans une main, clé dans l'autre, sac à main à moitié gorgé. Elle était en retard pour une conférence étudiante sur la défense des droits des patients. Je l'ai regardée passer par la fenêtre, comme toujours, sirotant ma tasse de caféine éventée et réchauffée. La porte s'est refermée avec un bruit sec. Puis son téléphone a vibré sur le canapé. J'y ai jeté un coup d'œil. Réflexe, pas soupçon, mais l'écran s'est allumé, sans verrouillage. Ça n'est jamais arrivé. Même pas par accident. Mon premier réflexe a été de l'appeler pour lui dire qu'elle l'avait oublié, mais la notification a clignoté à nouveau. Kayla, bien sûr, ma fille, tu as déjà déposé ta demande? Le temps presse. NDR. J'ai eu une boule dans le ventre comme je ne l'avais pas ressenti depuis l'enterrement de ma mère. Un mélange entre la nausée et une chute d'un rebord. Un autre message est arrivé avant que je puisse traiter les premières photos. Ça va faire bizarre si tu attends la fin de la cérémonie. Tu ne veux pas qu'ils soient tous sur tes photos de remise de diplôme. Ah! J'ai fixé l'écran comme si l'incrédulité pouvait effacer ce que je venais de lire. Puis le coup de poignard est arrivé. Il n'a toujours pas compris, pas vrai? Il faut adorer son utilité, quand même. Laisse sécher cette encre, ma sœur. Laisse sécher cette encre. C'était comme lire ma propre nécrologie en temps réel. Envoyée par SMS et entourée d'émojis. Je n'ai pas fait défiler la page au début. Impossible. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, le cœur battant contre mes côtes comme une sirène d'alarme. Le silence s'est installé autour de moi, à l'exception du sang qui me montait aux oreilles. Quand j'ai enfin ouvert le fil de discussion, j'ai vu des mois de messages cachés à la vue de tous. Des projets, des rires, des plaintes, des stratégies, tout cela exposé avec une cruauté désinvolte entre 2 femmes censées m'aimer. L'une est ma femme, l'autre une amie de confiance. Marcus est comme la roue d'entraînement parfaite. Solide jusqu'à ce qu'on soit prêt à vraiment s'entraîner. Les études de médecine étaient l'objectif, pas le mariage. Il est gentil, mais il n'est pas fait pour là où je vais. Celui-là m'a vidé. Non pas parce que c'était dur, mais parce que c'était exactement comme ça qu'elle avait commencé à me traiter l'année dernière, comme si j'étais une relique de son ancienne vie. L'homme qui payait les cours, remplissait le frigo, veillait pour l'interroger avec des fiches, mais n'avait pas sa place dans la version peaufinée de son avenir. Le Marcus qu'elle avait construit avec ce type n'était pas à la hauteur. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai juste remis le téléphone là où elle l'avait laissé. Comme une scène de crime invisible que je ne voulais pas déranger. Je me suis retrouvée au milieu de notre salon,
entouré de photos encadrées de nous, de nos séjours au ski, de nos dîners de fin d'études, de notre lune de miel à Tulum, et j'ai réalisé que plus rien n'avait d'importance. Tous ces sourires étaient temporaires. Scène pour l'appareil photo, archivée pour l'illusion. Je n'ai jamais été sa destination. J'étais le pont qu'elle avait emprunté pour y arriver. Mais même dans cette tempête de trahison, je n'ai pas craqué. Parce que ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait, c'est que j'avais moi aussi construit quelque chose. Pendant qu'elle étudiait ses fiches d'anatomie et se plaignait des stages cliniques, je passais mes nuits dans la chambre d'amis à coder comme un homme possédé. Nova 5 n'était pas qu'une idée. C'était une plateforme vivante, une IA de diagnostic médical capable de détecter les anomalies plus rapidement que les spécialistes humains. Je l'ai présentée discrètement, je l'ai développée discrètement, et je me suis entouré d'une équipe réduite d'ingénieurs à distance qui ont signé des accords de confidentialité stricts. Je n'en ai parlé à personne, pas même à elle. Elle pensait que je ne faisais que bricoler un projet annexe, quelque chose pour m'occuper pendant qu'elle bâtissait son empire. Elle trouvait ça mignon quand je veillais tard à mon bureau, lunettes anti-lumière bleue aux pieds, à griffonner des organigrammes comme un homme perdu dans un rêve. Mais ce rêve avait du mordant. Et la semaine dernière, il a mordu. Medaxis, l'une des entreprises de technologie médicale à la croissance la plus rapide du pays, avait acquis Nova dans le plus grand secret. 500 millions de dollars ont été conclus, verrouillés, exécutés. J'avais insisté pour un accord de confidentialité d'une semaine avant l'annonce. Mon avocat, Raymond, avait trouvé cela étrange. Vous ne voulez pas le buzz? La presse? À quoi bon s'introduire en bourse si vous restez silencieux? J'ai simplement secoué la tête et dit, donne-moi une semaine. Il fallait que je sois clean. Il a haussé un sourcil, mais n'a pas insisté. Raymond me connaissait depuis 10 ans. Il savait quand quelque chose de personnel se cachait dans l'ombre. Et ça, c'était personnel. Je ne m'accrochais pas à cette information juste pour le drame. Je la tenais comme une épée, attendant le bon moment pour la dégainer. Elle pensait tout chronométrer parfaitement. Attendre la remise des diplômes, sourire aux caméras, remplir les papiers, repartir avec l'illusion d'une supériorité morale, et elle a pris la moitié du peu qu'il me restait. Mais elle ignorait que ce peu venait de changer ma vie. Elle ignorait qu'elle divorçait d'un demi-milliardaire, et qu'à cause de l'accord de confidentialité, elle n'aurait aucun droit légal sur ce divorce. L'encre ne serait pas sèche à temps. Je me suis rassis, fixant le mur comme s'il contenait des réponses que je n'avais pas encore trouvées. Mon cœur se serrait, non seulement à cause de la trahison, mais aussi à cause du calme étrange qui s'installait en moi. C'était comme pleurer quelqu'un encore en vie, quelqu'un qui vous avait dit au revoir ce matin-là, mais qui vous avait enfoui dans son esprit des mois auparavant. Elle ignorait totalement la tempête dans laquelle elle venait de se retrouver. Mais je n'allais pas crier. Je n'allais pas m'emporter. J'allais attendre. Et quand l'encre aurait séché, comme elle l'avait prévu, je serais là. Non pas comme le mari brisé qu'elle pensait avoir laissé derrière elle, mais comme l'homme qu'elle n'avait jamais vu venir. Ce qui est étrange avec le succès, c'est à quel point il peut être discret quand on le souhaite. Tandis qu'elle se plongeait dans les rotations hospitalières et les groupes d'études nocturnes, je me plongeais dans le code. Pas seulement les lignes de code, mais l'architecture, l'évolutivité, la pérennité. Nova 5 n'était pas conçu pour être à la mode. Il était conçu pour être vital. L'idée lui est venue lors d'une de ces crises. Elle était rentrée d'une garde en clinique, furieuse du temps d'attente des patients pour les résultats. C'est archaïque, avait-elle marmonné. Nous sommes médecins, pas 10 heures de bonne aventure. Nous ne devrions pas nous fier au délai. Elle se défoulait, mais mon esprit avait déjà commencé à assembler les pièces du puzzle. J'ai commencé à faire des recherches sur les applications. Et les diagnostics d'IA le soir même. 2 mois plus tard, j'avais un prototype fonctionnel capable d'analyser les signes vitaux et les groupes de symptômes pour produire des analyses prédictives. Ce n'était pas parfait, mais c'était mieux que les hôpitaux de la grille de Metz. Je l'ai testé sous de faux noms, j'ai fait des simulations, et je l'ai même discrètement présenté à un petit hôpital de l'Oregon qui pensait tester un outil de recherche universitaire en version bêta. Leur taux de réussite a bondi de 9% en un trimestre. C'était suffisant. J'ai évolué,
embaucher des ingénieurs indépendants du monde entier, créer une société écran pour protéger le développement, cacher mon nom dans tous les documents publics, et c'est là que l'intérêt s'est manifesté. Mais Access. Ils surveillaient le marché depuis des mois, rachetant des plateformes plus petites pour les intégrer à leur écosystème plus vaste. Mais Nova Sync était différent. Notre moteur était plus propre, notre taux de prédiction plus rapide et notre interface à des années-lumière. Je n'ai même pas eu besoin de les relancer. L'un de leurs vice-présidents m'a contacté directement par message sécurisé via un forum de développement. Marcus Blaine est-il ouvert à des discussions d'acquisition? J'étais prudent. 3 réunions plus tard, j'étais assis dans une salle de conférence luxueuse à Chicago avec leur équipe de direction, dont leur PDG, Anna Raleigh, à l'esprit vif. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a dit, « Pourquoi si silencieux? C'est un travail brillant. Vous êtes assis sur quelque chose d'énorme. Pourquoi n'êtes-vous pas entré en bourse? » J'ai bu une gorgée d'eau. Le timing était parfait. Raymond, assis à côté de moi, m'a lancé un regard en coin, mais n'a rien dit. Anna s'est penchée en avant, visiblement amusée. « Et qu'attendez-vous exactement, monsieur? » Blaine. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai souri. La période des diplômes. Elle a ri. C'est énigmatique. Je n'ai pas donné plus de détails. L'accord a pris 3 semaines supplémentaires pour être finalisé. Les avocats ont rédigé des contrats épais comme des briques. Les analystes ont fait tourner les modèles de valorisation. J'ai rencontré Axis grâce à des options, un partage des bénéfices, une clause de sortie complète et un rôle de conseiller d'1 an. J'ai négocié un blackout médiatique d'1 semaine après l'annonce. Pas de presse, pas de fuite, pas de notes internes au-delà des cercles de personnes à qui l'on a donné raison. Raymond n'a pas compris. Tu vaux un demi-milliard maintenant, Marcus. Qu'est-ce qu'on cache au juste? J'ai simplement haussé les épaules. Appelons ça un cadeau de fin d'études. Il n'a pas ri, mais il a arrêté de poser des questions. Il me connaît assez longtemps pour savoir que lorsque je commence à parler par métaphore, il y a du sang sur le sol quelque part. Cette semaine-là, j'ai traversé notre maison comme un homme tenant 2 vies entre ses mains, l'une en ruine, l'autre en pleine croissance. Elle est rentrée fatiguée et distraite, parlant de ses heures de stage, d'un professeur qui voulait la guider en post-doctorat et de sa future spécialisation en cardiologie. Je l'ai écoutée, j'ai hoché la tête, j'ai même proposé de lui masser les épaules comme je le faisais avant. Elle a souri, reconnaissante, mais absente. Elle m'avait déjà oublié. Je le sentais chaque fois que son regard ne croisait pas le mien. Mais elle ignorait que je venais de virer le dernier paiement sur notre compte commun. 6 ans de dette, tout était envolé. Le compte qu'elle croyait modeste comportait désormais $380 000 supplémentaires. Mon cadeau d'adieu. Je voulais qu'elle croie qu'elle avait gagné. Que le tapis financier était toujours sous ses pieds. J'ai continué à jouer le rôle. Un mari solidaire. Un Marcus fiable. L'homme sur qui elle pouvait compter jusqu'à ce qu'elle oublie le passé. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. Il y a un calme qui s'installe quand on connaît la fin de l'histoire et que tout le monde est encore en train de tâtonner dans l'acte 2. Une nuit, je suis resté éveillé tard à vérifier l'infrastructure back-end de Nova. C'était comme surveiller un enfant que j'avais élevé sans que personne d'autre ne regarde. Code propre, sécurité renforcée, algorithme propriétaire. Tout bourdonnait comme un engin vivant. Elle ne m'avait jamais posé de questions à ce sujet. Elle n'avait jamais jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule ni ne s'était enquise de mes nuits tardives à la réception. Peut-être s'en fichait elle. Ou peut-être qu'elle ne croyait pas que j'avais quoi que ce soit d'intéressant. Elle avait tort. La veille de sa remise de diplôme, elle s'était levée tôt pour se boucler les cheveux et répéter son discours devant le miroir. Je l'observais par l'entrebâillement de la porte. Elle était belle, sûre d'elle, prête à conquérir le monde. Et pourtant, j'avais l'impression de contempler une inconnue vêtue de la peau de ma femme. J'ai laissé un coffret cadeau sur le comptoir de la cuisine avant qu'elle ne sorte. Un bracelet en argent avec ses initiales, une petite carte à l'intérieur sur laquelle était écrit « Tu as réussi ». Fière de toi, M. 1 heure plus tard, elle m'a envoyé un emoji cœur par SMS. Je n'ai pas répondu,
car j'étais déjà dans le bureau de Raymond en train de signer la dernière étape de l'acquisition. Il y avait des appareils photo, une photo prise avec Anna Raleigh pour une poignée de main, et une coupe de champagne que j'ai à peine sirotée. Une fois terminé, Raymond m'a tendu une enveloppe Kraft. Tout est finalisé. La confirmation du virement est arrivée et ton communiqué de presse sera publié dans 2 jours, comme tu l'avais demandé. J'ai hoché la tête. Bien. Il a incliné la tête. Alors, on fête ça? Je suis resté là, à regarder par la fenêtre la silhouette de la ville. Pas encore. La fête viendra plus tard. Il n'a pas demandé quand. Il n'était pas obligé. Il a juste levé son verre et a dit au revoir. J'ai trinqué avec son verre et murmuré à l'oreille. Ce soir-là, je suis rentré avant elle. J'ai réchauffé les restes, mis la table, allumé une bougie comme je le faisais quand elle faisait des nuits blanches. Lorsqu'elle est entrée, sa robe drapée sur le bras et le stress encore dans le regard, je l'ai embrassée sur le front. « Tu as faim ?» ai-je demandé. Elle a souri faiblement, affamée. Je l'ai servie, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, je l'ai laissé se plaindre de quelques corrections de discours et du retard de Kayla. Elle ignorait que je savais tout. Elle n'a pas remarqué le léger rictus dans mon sourire. Elle ignorait que je venais de signer le genre de contrat pour lequel on tue. Elle pensait que j'étais son filet de sécurité. Elle ne réalisait pas que j'étais la tempête. Le jour de la remise des diplômes est arrivé sous le soleil et l'ironie. Elle était radieuse, absolument rayonnante. Et je mentirais si je disais que cela n'a pas éveillé quelque chose en moi. Il restait une lueur de la femme dont j'étais tombé amoureux sous toute cette ambition et ce détachement, mais elle était enfouie sous des couches de performance, de sourires soignés et de discours soignés. Pourtant, j'ai joué mon rôle. Costume bleu marine impeccable, chemise repassée, cravate assortie, debout à ses côtés comme un accessoire. Juste le mari. Nous nous sommes garés près de l'auditorium. Ses parents nous suivaient dans leur voiture de location, tout sourire et agitation. Sa mère pleurait déjà. Son père, stoïque comme toujours, serrait trop fort un bouquet de lys roses, comme s'il craignait qu'on ne lui vole la seule chose qu'il avait réellement apportée à son voyage. « Ça va ?» lui ai-je demandé en traversant le trottoir. Elle m'a regardé brièvement, clignant des yeux sous le soleil. « Bien sûr, pourquoi pas ?» J'ai haussé les épaules. « C'est un grand jour. » Elle a hoché la tête, puis s'est avancée, talons claquant sur le béton, robe en bandoulière sur son bras comme si elle ne pesait rien. Et peut-être que non. Peut-être que toutes ces années n'ont plus vraiment pesé lourd face à ses frais de scolarité, ses courses, ses trajets nocturnes aux urgences quand elle est tombée malade, la fois où j'ai vendu ma guitare vintage pour payer un de ses frais de laboratoire surprise, oubliée ou réécrite pour en faire quelque chose d'autre, de jetable. En coulisses, c'était l'effervescence. Les diplômés s'embrassaient, se réparaient les casquettes, faisaient la queue par ordre alphabétique pendant que les parents prenaient place. Je me tenais sur le côté, blotti contre un mur, essayant de ne pas la gêner. Quelques camarades de classe passaient, hochant la tête poliment ou lançant des regards désinvoltes, le genre de ceux qu'on lance à quelqu'un qu'on ne reconnaît pas tout à fait mais dont on suppose qu'il doit lui appartenir. Elle m'a repéré à quelques mètres et m'a crié « Marcus, passe-moi le dossier ». Je le lui ai tendu. Elle l'a pris sans me regarder. Puis, se tournant vers la femme à côté d'elle, elle dit « Oh, voici Marcus. » Juste mon mari. Ce mot n'était pas nouveau, mais l'entendre ainsi, lancé comme une explication pour un sac à main égaré, m'a frappé plus fort que prévu. Pas mon partenaire, pas mon plus grand soutien, pas même l'homme qui a rendu tout ça possible. Juste mon mari. J'avais l'impression d'être un bruit de fond pour mon propre investissement. J'ai souri quand même. Enchantée, a dit sa camarade de classe. Toi aussi, ai-je répondu. Puis je me suis reculée, la laissant occuper l'espace. C'était ce qu'elle voulait, non? Briller sans que mon ombre ne soit à proximité de son projecteur. Je l'ai regardée poser pour les photos, ajuster sa ceinture, vérifier son maquillage dans le reflet de son téléphone. Son regard scrutait la foule à la recherche de Kayla, et quand elle l'a enfin repérée, elle s'est illuminée. Elles se sont serrées dans les bras comme des sœurs. Kayla lui a fait un clin d'œil.
Je n'avais pas besoin d'entendre ce qu'elle disait, j'en avais déjà assez lu. Mais le voir en direct, ce clin d'œil, ce petit sourire narquois, a fait bouger quelque chose en moi. J'ai croisé le regard de Kayla un bref instant. Son sourire s'est estompé. Bien. La cérémonie a commencé avec la pompe habituelle et une inspiration forcée. La doyenne a parlé longuement de persévérance, de dévouement, du triomphe de l'esprit humain. J'ai applaudi quand tout le monde a applaudi, j'ai applaudi quand les noms ont été appelés. Quand ce fut son tour de traverser l'estrade, je me suis levée, non par obligation, mais par souci de clôture. Je l'ai regardé accepter son diplôme avec un sourire radieux. Je l'ai vu serrer la main de l'administratrice comme si c'était le début de son empire. Et peut-être que ce n'était tout simplement pas celle qu'elle pensait contrôler. Les applaudissements se sont tus. La dernière oratrice a pris le micro et son heure est venue. Elle est montée sur l'estrade comme si elle lui appartenait. Confiante, posée, belle, avec cette allure de femme accomplie qui forçait l'admiration. Je savais déjà ce qui allait arriver. J'avais lu le discours. Pourtant, une partie de moi espérait qu'elle avait changé les choses. Que peut-être quelque chose dans son cœur s'était adouci depuis. Non. Vers un nouveau départ. Elle a commencé, souriant à une mère de casquette et de famille, et le courage qu'il faut pour tourner la page. C'était là, mot pour mot. Aucune reconnaissance, pas même un regard dans ma direction. Elle a parlé de mentor, de ses études nocturnes dans les bibliothèques, de la façon dont sa famille d'adoption l'avait aidé à garder la raison. Elle a remercié Kayla par son nom. Elle a salué ses professeurs, sa mère pour avoir toujours cru en elle, et tous ceux qui ont vu mon avenir, même quand je ne le voyais pas moi-même. Pas une seule syllabe à mon sujet. J'ai écouté le reste du discours comme un fantôme dans ma propre vie. Applaudissant, hébété, parce que c'était plus facile que de partir. Je sentais la chaleur dans ma poitrine. La déception couvait sous le silence. Mais je ne l'ai pas laissé percer. J'ai juste continué à sourire. Après, la frénésie photo a commencé. Les familles se sont précipitées sur la pelouse, prenant des selfies, lançant des casquettes en l'air. Son père a insisté pour une douzaine de variantes. Juste elle, juste les filles. Une avec sa mère, une avec toute la tribu. Finalement, elle s'est tournée vers moi. Marcus, tu peux prendre l'un de nous? Non. Tu peux être dans l'un d'eux? Prends-le. J'ai hoché la tête. J'ai pris le téléphone. Capture l'instant. Merci, a-t-elle dit distraitement, vérifiant déjà les angles. Puis, presque sans réfléchir, elle s'est glissée à côté de moi et a dit, bon, une petite photo avec mon mari. Son sourire était impeccable, professionnel, détaché, préparé. Clic, c'était la photo qu'elle utiliserait. Probablement la publier avec une légende sur le soutien et le travail d'équipe, juste assez pour protéger son image. Mais dès que l'encre a séché sur ses papiers, j'ai su qu'elle m'avait recadré de son récit comme une tache sur du verre. Pourtant, je n'ai rien dit. Plus tard dans la soirée, de retour à notre appartement, je lui ai tendu les mêmes fleurs que son père avait failli écraser plus tôt ce matin-là. Elle les a regardées, m'a souri poliment et m'a embrassé sur la joue. Je suis épuisée, a-t-elle dit. Mais c'était une bonne journée. Ouais, ai-je répondu en la regardant disparaître dans le couloir, c'était vrai. C'était bien le cas. Car tandis qu'elle célébrait son diplôme, ses photos, son discours parfaitement ciselé, elle ne réalisait pas ceci, la vraie remise des diplômes n'était pas la sienne. C'était la mienne. Elle avait eu lieu exactement une semaine plus tard, comme sur des roulettes. La maison était silencieuse. Un doux soleil de mardi matin filtrait à travers les stores, et l'odeur du café flottait dans la cuisine. J'avais préparé le petit déjeuner. Son plat préféré, des œufs brouillés moelleux, toast au miel et aux tranches de papaye, qui, jurait-elle, l'aidaient à digérer. Elle consultait son téléphone tout en mangeant, me saluant à peine, si ce n'est par de rares hochements de tête. Je l'observais par-dessus le bord de ma tasse. Il y avait quelque chose de chirurgical dans son silence, comme si elle se préparait à infliger une douleur qu'elle avait déjà mesurée. Lorsqu'elle parla enfin, son ton était clinique, ses mots plats. « Marcus, dit-elle sans lever les yeux.
J'y ai beaucoup réfléchi. Il est temps que nos chemins se séparent. Elle n'employa même pas le mot divorce. Je reposai ma tasse doucement. Séparons-nous. Elle fouilla dans son sac. Et j'ai sorti une fine enveloppe Kraft, la glissant sur la table comme un reçu. Je vais vous simplifier la tâche. Signé. Pas besoin de dramatiser. Je n'y ai pas touché. Je l'ai regardé. Vraiment. La même femme qui s'endormait au milieu d'une phrase sur le canapé, des fiches d'anatomie sur les genoux. La même femme que j'allais chercher à minuit après les consultations, à moitié gelée et épuisée, serrant des sacs de fast-food et murmurant à propos de radiographie pulmonaire. Maintenant, elle était assise en face de moi, calme, préparée, détachée, comme si j'étais un client avec qui elle avait terminé sa collaboration. J'ai ouvert l'enveloppe, lentement, déplié les papiers. Tout était là, soigneusement tapé, détaillé, sans émotion. Elle voulait la moitié de tout. L'appartement, la voiture, les meubles et, bien sûr, l'entreprise. Elle a inscrit Nova 5 comme bien matrimonial, estimant sa valeur à la modique somme de 80 000 $, pensant clairement qu'il ne s'agissait que d'un projet technologique original. Rien de vraiment important. Puis est arrivée la partie en gras. Pension alimentaire, mensualité, justification, sacrifice de carrière pendant ses études de médecine. Elle prétendait avoir différé son potentiel de revenus pour le bien de notre foyer, qu'elle méritait une compensation financière continue pour les années où je l'avais soutenue. J'ai scruté les mots. Je n'étais pas en colère. J'étais impressionnée. C'était audacieux, efficace, froid. Elle n'a pas bronché à ma lecture. Elle a juste siroté son café et a dit, tout est standard. J'ai déjà pris un avocat. J'ai plié les papiers, les ai remis dans l'enveloppe et j'ai tapoté légèrement dessus. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Elle m'a regardé comme si je lui demandais une bêtise. C'est mieux comme ça. J'ai hoché la tête. D'accord. Donne-moi quelques jours pour répondre officiellement. Cela l'a surprise. Elle s'attendait à une résistance, à une bagarre, peut-être même à des supplications. Elle avait construit cette version de moi dans sa tête. Passive, dépendante, trop douce pour lâcher prise. Le même homme qui l'avait encouragée pendant ses études de médecine, qui lui avait fait ses courses et plié sa blouse. Elle ne s'était pas rendu compte que, pendant qu'elle était occupée à préparer son évasion, j'avais déjà ouvert la porte. Elle s'est levée, a pris son assiette, l'a rincée et a fermé le robinet comme si elle l'avait fait 1000 fois. Comme si c'était un mardi comme les autres. Elle m'a embrassé sur la joue. Merci pour le petit déjeuner. Puis elle est sortie, sa blouse blanche drapée sur le bras et son stéthoscope pendu au cou comme un insigne de victoire. Je suis restée là. La cuisine tenait l'enveloppe comme si elle allait se dissoudre si je la serrais trop fort. Il y a 3 mois, elle est rentrée en pleurs après le décès inattendu d'un patient. Je l'ai tenue pendant 1 heure sur le sol de la salle de bain pendant qu'elle sanglotait contre ma poitrine. Elle m'a dit que j'étais son refuge. Maintenant, j'étais un obstacle. Je me suis assis à mon bureau et j'ai appelé Raymond. C'est l'heure d'y aller. Tu as été servi. Ouais. Il a ri amèrement. Elle n'en a aucune idée. Vraiment? Aucune. Nous avons mis les choses en marche. Il avait déjà tout préparé, déclaration financière, documents de propriété, horodatage numérique, historique des contrats. Nous avions des archives irréfutables de la création de Novacé, de la constitution initiale de la SARL, du transfert des droits de propriété intellectuelle, et, mieux encore, nous avions scellé, signé et daté les documents d'acquisition 3 jours après le dépôt. Elle pensait repartir avec la moitié d'une start-up. Elle ignorait qu'elle venait de perdre la moitié d'une fortune. Raymond et moi nous sommes rencontrés dans son bureau cet après-midi-là. Il a feuilleté sa pétition comme s'il s'agissait d'un projet artistique de maternelle. Pension alimentaire, il dit-elle en haussant un sourcil. Audacieux. Elle n'a droit à rien après le dépôt, n'est-ce pas? Exactement. Surtout que l'acquisition n'a été finalisée qu'après sa signification. Tout ce qui se passe après cette date vous appartient légalement, librement et en toute liberté. J'ai hoché la tête lentement. Gardons le silence. Pas de représailles,
pas de démonstration de force. Je veux qu'elle croie que tout se passe exactement comme elle l'avait prévu. Raymond s'est adossé à sa chaise. Tu es sûr de ça? Tu ne veux pas encore déposer de demande reconventionnelle? Pas encore, ai-je dit. Laisse-la se sentir à l'aise. Laisse-la croire qu'elle a gagné. Il a souri. Tu joues sur le long terme. Toujours. Ce soir-là, elle est rentrée tard. Elle a dit qu'elle avait eu une journée difficile. J'ai écouté, hoché la tête, fait semblant de m'en soucier. Non pas que je ne m'en soucie pas, mais parce que je savais que cela n'avait plus d'importance. Ces émotions n'étaient plus de ma responsabilité. Ces mauvais jours, ces triomphes, ces fausses excuses, tout cela appartient à l'homme suivant, assez naïf pour croire qu'il pourrait construire une vie avec elle. Nous sommes allés nous coucher en silence. Elle m'a tourné le dos. J'ai fixé le plafond. Plus que 3 jours avant l'annonce. Plus que 3 jours avant que son petit plan parfait ne s'effondre. J'ai fermé les yeux et compté à rebours. Non pas par anxiété, mais parce que j'avais besoin du calme avant la tempête. Elle voulait une sortie nette. J'allais lui en offrir une. Nette, légale et absolue. Et quand ce fut fini, quand la vérité éclata, quand l'encre sécha et que l'explosion médiatique frappa comme une vague, elle avait repensé à ce matin-là et réalisé à quel point elle avait mal évalué l'homme assis en face d'elle. Elle me trouvait faible. Elle me trouvait statique. Elle pensait elle repartait avec tout. Mais elle quittait un empire d'un demi-milliard de dollars. Et elle n'a même pas dit merci. Le communiqué est sorti à 9h un jeudi matin. Pile à l'heure. Pas de battage médiatique, pas de teasing, juste un communiqué de presse clair et direct de Medaxis publié sur ses canaux. Officiel. Repris en quelques secondes par tous les principaux médias technologiques et de santé du pays. Medaxis acquiert Nova dans le cadre d'un accord d'expansion stratégique de 500 millions de dollars. Et voilà. Mon nom en noir et blanc, ma photo à côté d'Anna Raleigh, PDG de Medaxis, nos mains jointes dans une poignée de mains fermes, tous deux souriants comme deux titans de l'industrie. Je portais ce sourire comme une armure, nette, professionnelle, imperturbable. Mais en dessous, c'était un maquillage de guerre. À 9h06, mon téléphone vibrait sans arrêt. Des emails, des appels, des SMS, des contacts dont je n'avais plus de nouvelles depuis des années voulaient soudainement reprendre contact. Des investisseurs qui avaient ignoré mes pitch decks quand je me lançais dans l'aventure voulaient prendre un café. D'anciens camarades de classe me félicitaient. Comme si nous avions été les meilleurs amis depuis le début. LinkedIn s'est allumé comme un arbre de Noël, mais un message m'a fait une pause. Son nom à l'écran. Elle, qu'est-ce que c'est? Marcus, qu'est-ce que c'est que c'est? Non. Pas de félicitations. Juste confusion. Panique. Un scintillement de compréhension naissante. J'ai regardé le message pendant une minute complète. Je pouvais l'imaginer assis à la table des salles de pause, en faisant défiler son téléphone avec un froncement de sourcils confus, lisant le titre encore et encore comme si cela pourrait changer si elle clignait des yeux assez forts. Je n'ai pas répondu. Je n'avais rien à dire. Plus maintenant. Mes paroles avaient déjà été prononcées à travers des contrats, des évaluations et ce titre parfait qui a confirmé tout ce qu'elle ne savait pas. Au lieu d'envoyer des SMS, j'ai ouvert mon calendrier et transmis l'enquête de contact de Forbes demandant un cours de vie pour leur article de fonctionnalité. J'ai simplement répondu, parlons hérité. À 10h15, Raymond a appelé, riant si fort qu'il s'est presque étouffé. Frère, a-t-il dit. Vous avez officiellement brisé Fini mieux. Sa voix s'est brisée. Pourquoi n'ai-je pas attendu? Pourquoi n'ai-je pas juste Dieu, j'ai déposé trop tôt. Et c'était là, au moment où il a cliqué. Elle n'a pas seulement déposé un divorce. Elle s'est classée d'un héritage. J'ai tourné le bouton de la porte et je suis sortie. Ses yeux se sont claqués sur les miens. Mascara gonflé rouge traînant très légèrement. Toujours beau, toujours composé, mais cette fois, le masque avait des fissures. Marcus. Elle souffla. S'il vous plaît, pouvons-nous parler? J'ai incliné ma tête. Je pense que vos documents ont tout dit. Elle s'avança.
Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Si je l'avais fait, si tu l'avais fait, je m'interrompais. Si vous saviez que j'étais sur le point d'être riche, vous êtes resté. Elle fit une pause. Juste un scintillement. C'était toute la réponse dont j'avais besoin. J'ai fait un geste vers l'ascenseur. Vous devez partir. Marcus, attendez. J'ai fait une erreur. Non, vous avez fait un plan. Vous n'avez tout simplement pas vérifié la chronologie. Elle cligna des yeux rapidement, son haleine attrapant. J'avais peur. D'accord. Je pensais que nous avions fini. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas que je valais la peine d'être séjournée? J'ai dit, ne le réécrivons pas maintenant. Elle ouvrit la bouche, puis la ferma à nouveau. Le silence a rempli l'espace entre nous comme un verdict. Elle regarda autour de lui, soudain consciente des yeux sur elle. Mon équipe, les stagiaires, de ma rue ne revient que du déjeuner. Les gens faisaient semblant de ne pas regarder tout en regardant absolument. Elle a tiré sa veste plus serrée. Pouvons-nous au moins parler plus tard? Elle a demandé à la voix plus bas maintenant. J'ai secoué la tête. À partir de maintenant, si vous voulez parler, vous parlez à Raymond. L'ascenseur se glissa derrière elle. Ne fais pas ça, dit-elle alors que les portes s'ouvrirent. Je ne fais rien. Vous l'avez fait. Et avec cela, elle est entrée à l'intérieur, les portes se rapprochant d'un visage que je ne reconnaissais plus. Cette nuit-là, je me suis assis à la maison seule. Pas de musique, pas de bruit, juste moi, une décanteur de scotch, et la télévision s'est coupée alors que les présentateurs de nouvelles discutaient de mon acquisition. Cela aurait dû ressembler à la victoire. Peut-être qu'à certains égards, mais surtout c'était comme un silence, pas de la tristesse, pas de la joie, juste le son d'un chapitre se terminant. J'ai décroché mon téléphone et vérifié mes emails. Des dizaines d'invitations parlantes, de demandes de médias, d'offres de conseils d'administration, mais je les ai tous dépassés jusqu'à ce que j'atteigne le dernier message transmis de l'équipe de Raymond, son avocat. Sujet, pétition révisée, nouvelle langue, revendication d'actifs cachés, tente de reclassifier Nova en tant que propriété intellectuelle conjugale. J'ai presque ri. C'était tellement désespéré, si maladroit. Elle avait finalement réalisé de quoi elle s'éloignait. Et maintenant, elle essayait de remonter à travers une fenêtre légale déjà fermée. Raymond avait déjà déposé la réfutation. Il avait inclus le calendrier original de l'acquisition, la preuve NDA, et le plus accablant de tous, ses propres messages textes à Kayla, que j'avais tranquillement collectés et archivés. Les messages où elle a plaisanté sur m'utiliser, où elle a chronométré le dossier comme une transaction commerciale, où elle m'a appelé utile. Celle-ci n'allait pas disparaître. Mon équipe juridique n'allait pas seulement riposter. Ils allaient enterrer la stratégie qu'elle pensait était intelligente sous le poids de ses propres mots. J'ai versé un autre verre et j'ai regardé autour de l'appartement. L'endroit que nous avons choisi ensemble. La cuisine que j'ai stockée, le canapé sur lequel elle a pleuré lors des cartes de l'étape. La bibliothèque avec la photo encadrée de notre jour de mariage nichée entre les volumes médicaux poussiéreux et un vieux livre de cuisine que j'ai utilisé plus que jamais. C'était tout le mien maintenant. Non pas à cause de la cour, mais parce qu'elle l'avait perdu. Et la femme qui rêvait autrefois de manteaux blancs et de luxe ferait maintenant face à quelque chose pour lequel elle n'avait jamais prévu. Non-pertinence. Le premier signe de panique est survenu 3 jours après le communiqué de presse. L'appartement sentait différent. Pas comme l'huile clinique de menthe poivrée, elle diffusait généralement ou les bougies de soja qui ont fait sentir l'endroit comme un tableau Pinterest. Non, c'était la nostalgie. Biscuits au caramel et lavande. Elle cuit volontairement. Je suis entrée dans la cuisine et je l'ai trouvée debout dans un tablier qu'elle n'avait pas porté depuis des années. Celui avec un cœur de dessin animé et les mots docteur en formation ont fait défiler et délaver rouge. Ses cheveux étaient attachés, le visage doux, presque plein d'espoir. Et, elle a dit, j'ai fait des cookies. Votre préféré. Je l'ai regardé, pas avec colère, pas avec soupçon, juste avec le détachement calme d'un homme regardant une rediffusion d'un spectacle qu'il avait déjà dépassé. Merci, dis-je. J'en ai pris un, je l'ai mordu, hocha poliment,
puis je suis sorti sans un autre mot. Ce fut le début de la performance. Soudain, elle était partout, offrant des frottements en arrière, laissant de petites notes post-it sur le miroir de la salle de bain. Vous avez cela et fier de vous. Elle a recommencé à cuisiner. Dîner à 6h30, bougies allumées. Elle a joué notre ancienne playlist de jazz la nuit comme si nous étions un couple de reconnexion après un tif. Mais ses yeux l'ont abouti. Ils m'ont regardé trop de près. A suivi chaque mouvement comme un faucon essayant de chronométrer sa descente. Elle rit trop facilement, touche mon bras trop souvent. La performance était maladroite parce que ce n'était pas de l'amour. C'était la peur. Elle essayait de ramper dans la vie qu'elle a jetée. Les visites à mon bureau ont commencé peu de temps après. La première fois, elle s'est présentée avec le déjeuner. Je ne l'ai même pas laissé la réception passer. Dyrus l'a interceptée avec un front surélevé et un presse-papier. Elle dit qu'elle ne fait que déposer de la nourriture. Notez-le, j'ai dit poliment refusé. Bien sûr, Demaru a répondu sans manquer un battement. Elle n'est pas revenue à nouveau les mains vides, mais elle a continué à venir 3 fois la semaine prochaine. Fleurs, latte, une carte manuscrite sur la guérison et le pardon. Tous les entrées refusées, tout enregistré. Dyrus a gardé une feuille de calcul, des noms, des dates, des éléments, des messages. Elle était méthodique, presque enthousiaste. Elle pense vraiment qu'elle va se retirer. Elle a dit un matin en sirotant son expresso. Elle pense que la culpabilité et le charme sont des actifs. J'ai répondu et elle est en retard dans les deux. J'ai hoché la tête. Enregistrez tout. Si elle devient agressive, informez légal. Il n'a pas fallu longtemps à son avocat pour envoyer une pétition révisée. La langue a changé. Maintenant, ils m'ont accusé de cacher des gains financiers, de la tromper intentionnellement pendant le processus de divorce. Ils ont appelé l'accord Med Access un actif dissimulé comme si j'avais fabriqué une fusion entière d'entreprises juste malgré elle. Raymond a répondu avec l'élégance et l'acier. Nous avons soumis sa pétition initiale avec des horodatages qui ont précédé l'acquisition finale. Nous avons ajouté des captures d'écran du texte qu'elle a envoyé à Kayla à propos de m'utiliser, de déposer tôt, de s'éloigner de la propreté. Et juste pour l'assurance, nous avons inclus les journaux de messages de la feuille de calcul des visiteurs de Demaru, mettant en évidence le changement soudain de son comportement après que l'accord soit rendu public. Elle ne se contente pas de griffes sur ce qu'elle a perdu. Elle exposait sa propre intention. La dernière fois qu'elle a essayé de se présenter à mon bureau, la sécurité de la construction l'a arrêtée. Elle n'était pas sur la liste. Son nom a signalé le système des visiteurs maintenant. Une alerte de mon assistant et conseiller juridique. Dyrus m'a envoyé un texto, une photo. Sa position dans le hall, les bras pliés, la frustration écrite sur tout le visage. Chez Arus, elle dit qu'elle veut juste parler. Cœur à cœur. Moi cœur à cœur. Nous avons déjà signé le certificat de décès. Dyrus a envoyé un coup de pouce et l'a sorti personnellement. Mais ce n'était pas fini. Pas pourtant. Son avocat a envoyé une autre lettre. Celui-ci était un plaidoyer déguisé en avertissement. Reconsidérer les termes. Négocier. Éviter la cour. Raymond a ri à haute voix quand il l'a lu. Elle est en spirale. Elle devrait penser qu'elle sait ce qui va suivre. Elle va, dis-je, quand le comptoir sortira. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau à domicile entouré de silence. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Cette fois, une messagerie vocale. Je l'ai jouée sur le haut-parleur. Sa voix craqua. Marcus, je sais que j'ai foiré. Je pensais que je faisais la bonne chose pour moi. Je pensais que j'étais courageux, mais peut-être que j'étais juste stupide. Pouvons-nous parler, s'il vous plaît? Je vais signer ce que vous voulez. Je veux juste résoudre ce problème. C'était la chose la plus honnête qu'elle avait dit depuis des mois, et il était beaucoup trop tard. J'ai transmis le message à Raymond. Le lendemain, il a déposé le comptoir. Pas par dépit, par principe, car ce n'était pas seulement une trahison. Ce fut une manipulation suivie d'une tentative de nettoyage une fois que la cible s'est avérée plus qu'elle n'a négocié pour.
Le dossier de Raymond était méticuleux. Un chef de fausse déclaration, l'un des tentatives de fraude conjugale et une clause invoquant une violation de l'accord verbal. J'avais les emails, les notes, les messages vocaux, tous documentant ses promesses de me rembourser pour l'école de médecine. Sa reconnaissance que j'ai financé toute son éducation. C'était à tout le monde. Puis est venu le coup suivant. Une plainte anonyme a été déposée auprès de la commission médicale d'État. Une revue d'éthique formelle a été ouverte. Quelqu'un avait soumis un paquet de ces messages textes. Capture d'écran, métadonnées incluses. Le comité n'était pas stupide. Ils ont vu exactement ce que c'était. Un médecin en herbe plaisantant sur l'utilisation de quelqu'un pour un gain financier. Timer un divorce pour éviter de partager les revenus futurs. Armer une relation pour le profit personnel. Peu importait que ce ne soit pas un crime. Il était suffisant pour remettre en question son intégrité, suffisamment pour déclencher un examen. Quand la nouvelle l'a parvenue, je n'étais pas là. Mais Demaru a entendu ses sanglots dans la salle de bain du hall. La sécurité a été appelée. Elle est partie en larmes, serrant son téléphone, elle fasse pas les pincées. Je n'ai pas souri. Je ne me réchauffais plus parce que ce n'était plus une question de vengeance. Il s'agissait de laisser la vérité suivre son cours. Elle était sortie sur moi en pensant que je n'étais rien d'autre qu'un tremplin temporaire. Mais au moment où elle a déposé ses papiers, elle a lancé une avalanche. Et maintenant, alors qu'elle se précipitait pour reconstruire les murs, elle s'est déchirée de ses propres mains. Tout ce que j'avais à faire était de regarder. Elle a paniqué. J'ai prévu. Et il n'y avait pas de rampe de cela. C'était étrangement silencieux le matin, le comptoir a été déposé. Pas d'orage, pas de musique dramatique en arrière-plan, juste le bourdonnement de ma machine à expresso et les bailletés du lave-vaisselle. Je me suis assis sur l'îlot de cuisine vêtu d'un lait et d'un jean sombre, lisant le document finalisé sur ma tablette. Chaque mot était net, calculé, précis. Raymond s'était en dehors de lui-même. Compte 1, une fausse déclaration. Intentionnelle. 2 pour 2, tentative de fraude conjugale. Entre 3, violation du contrat verbal. Ce dernier, c'était personnel. C'était l'email qu'elle n'a jamais pensé j'ai gardé, envoyé de son compte étudiant au cours de la 2e année de l'école de médecine. La ligne d'objet était décontractée. Ma promesse, ne me laissez pas oublier. Elle l'avait écrit après l'une de ses pannes d'études particulièrement émotionnelles, disant qu'elle ne voulait jamais oublier à quel point j'avais investi dans son rêve. Elle a promis de me rembourser pour chaque centime une fois qu'elle est devenue médecin. Elle a probablement supposé que je l'avais supprimé il y a des années, mais je l'ai gardé comme si j'avais conservé chaque reçu de transfert, chaque relevé de prêt, chaque paiement par carte de crédit lié à ses études. Non pas parce que je pensais que j'en aurais besoin, mais parce que lorsque vous donnez à quelqu'un tout, vous voulez vous souvenir du coût. Raymond avait également joint une feuille de calcul détaillée de ce que j'avais payé au fil des ans. Frais de scolarité, 312 000 $, loyer, service public, manuel, 48 000 $. Voyage, épicerie, divers, 20 000 $ au total, 380 000 $. Son avocat a répondu en quelques heures, demandant si nous étions ouverts à la médiation. C'est là que je savais que le costume de comptoir frappait plus fort que attendu. Ils ont pensé que nous allions céder pour une colonie tranquille. Ils ne savaient pas que je n'essayais pas de m'installer. J'essayais de définir un record. Cet après-midi, elle a appelé. J'ai répondu. Marcus, dit-elle doucement. Nous n'avons pas à passer en cours. Je vais signer quoi que ce soit. Soyons juste des adultes à ce sujet. Adulte, dis-je. Comme lorsque vous avez plaisanté sur m'utiliser jusqu'à ce que l'encre sèche. Elle inhalait brusquement. Vous lisez ces textes hors contexte. Je les ai lus avec des dates et des horodatages. C'est tout le contexte dont j'avais besoin. Silence à l'autre extrémité. Puis elle a dit, s'il vous plaît, je vais me retirer paisiblement. Je vais tout abandonner. Je ne ruine pas mon nom. C'est ce à quoi il est descendu. Pas des remords, pas de l'amour, de la réputation. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, fixant la ligne d'horizon devant ma fenêtre. Tu as ruiné ton nom.
Pas moi. Je ne le fais pas. Plus tard dans la soirée, Raymond a appelé pour me faire savoir qu'elle essayait de faire rejeter l'affaire. Elle dit qu'elle veut avancer à l'amiable. Il m'a dit. Elle veut dire tranquillement. Exactement. Dites-lui non. J'ai dit, nous allons de l'avant. Raymond s'arrêta. Tu es sûr? Je ne fais pas ça pour la vengeance, rit. Je fais ça pour chaque personne qui s'est jamais utilisée et jetée comme un tremplin. Je fais cela pour qu'elle sache que les ponts brûlants ne signifient pas toujours que vous pouvez partir. À côté, puis a dit, très bien, nous continuerons. Mais les retombées ne se sont pas arrêtées là. À la fin de la semaine, la commission des licences médicales avait confirmé que son audience d'éthique allait aller de l'avant. Les preuves avaient été examinées. Son personnage était maintenant une question d'intérêt public. Elle est devenue sombre sur les réseaux sociaux, supprimer des photos, désactiver les commentaires. Kayla a essayé de jouer au contrôle des dégâts, publiant de vagues citations sur les personnes essayant de réduire votre lumière. Il a retourné contre lui. Des captures d'écran de leurs échanges de textes ont fui anonymement. Quelqu'un les a publiées sur un forum préménagé. Le titre disait « Voici à quoi ressemble le droit ». Ils ont été resserrés, débattus, analysés. Soudain, elle n'était pas une diplômée inspirante avec un avenir éclatant. Elle était une étude de cas en ambition devenue toxique. Je n'avais pas besoin de dire un mot. Le monde le faisait pour moi. Une nuit, Dirus m'a envoyé un SMS, une capture d'écran d'un fil Reddit où quelqu'un avait disséqué la situation dans des puces. À la fin, ils ont écrit « Morale de l'histoire, n'épousez pas quelqu'un juste pour mettre à niveau votre statut. Surtout pas quelqu'un qui lit mieux les petits caractères que vous. » Je n'ai pas ri. Je viens d'enregistrer le fil. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais la documentation, un enregistrement de la façon dont quelqu'un peut essayer de vous détruire et d'échouer. Elle a fait une dernière tentative avant la date du tribunal. S'est présentée à l'appartement portant la même tenue qu'elle portait le jour où je lui ai proposé. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas laissée à l'intérieur. Tu ne te souviens pas de nous? Dit-elle, la voix tremblante. Comment c'était? Je me souviens de tout ce que j'ai dit. C'est la différence. Des larmes ont jailli dans ses yeux. Je ne veux pas être ton ennemi, Marcus. Vous avez pris cette décision lorsque vous m'avez transformé en votre stratégie de sortie. Elle se tenait là pendant un long moment avant de chuchoter. Je pensais que tu étais juste un espace réservé. J'ai hoché la tête une fois. Vous aviez tort. Puis j'ai fermé la porte. Je me suis assis sur le canapé, j'ai laissé le silence tremper et j'ai regardé à nouveau les documents de divorce. L'original, le compteur révisé. Tout cela est disposé comme des chapitres dans un livre que je n'ai pas demandé à écrire. Elle a essayé de jouer au jeu, mais j'ai conçu les règles. Les salles d'audience ne sont pas conçues pour la fermeture. Ils sont construits pour le confinement, les émotions, le bruit, le désordre. Ils sentent le vieux papier et l'air recyclé. Les chaises ne sont jamais très confortables. Les horloges cochent plus qu'elles ne le devraient. Et quand la personne qui a tenu votre cœur entre en portant un blazer qu'elle a probablement choisi pour sympathie, cela ne pique pas la façon dont vous le pensiez. Cela clarifie tout. Elle a marché 2 minutes de retard, flanquée de son avocat, coiffure dans des boucles douces comme si elle pourrait adoucir son cas. Son expression a été serrée, un mélange de nerfs et de droit. Je l'ai regardé scanner la pièce, hésiter quand elle m'a vu, puis détourner le regard de celui qui nous a brisés. Elle n'avait toujours pas réalisé la différence entre partir et perdre. Son avocat, Richard Quint, a été poli. Costume coûteux, porte confiante, le genre d'homme spécialisé dans le retournement des récits. Il se tenait lorsque le juge entra, ses mains plissées soigneusement, son sirop de thon lisse. Votre honneur, il a commencé. Ce cas concerne la transparence. Mon client, le docteur Alana Rhodes, est entré dans son mariage avec confiance. Elle a soutenu son mari tout au long de son parcours commercial, ignorant les développements financiers substantiels qu'il lui a refusés. Nous soutenons que c'était intentionnel, stratégique, une tentative de la priver des actifs conjugaux équitables. Je n'ai pas tressailli, je n'ai pas clignoté. J'ai simplement regardé le juge,
puis Raymond, qui se tenait calmement à côté de moi, l'image de la précision composée. Raymond s'avança. Votre honneur, mon client, Monsieur Marcus Blaine, a été servi les documents de divorce le 3 avril. L'acquisition de MedAccess a été finalisée le 6 avril. Le MDA et les documents internes prouvant le calendrier sont inclus dans la pièce A. De plus, les messages textes entre le docteur Rhodes et son ami. La pièce B chaud prévue pour déposer tôt afin de garder les photos propres et de laisser l'encre sécher avant que tout le public ne fasse surface. Le juge, un homme plus âgé aux yeux fatigués et une réputation de tolérance zéro pour le drame, a ajusté ses lunettes et a traversé les expositions. Il ne s'est pas précipité. Chaque seconde se sentait comme un marteau battant contre la coquille de l'histoire qu'elle avait essayé de construire. Richard a essayé de récupérer. Ces textes sont informels, hors contexte. Votre honneur, Raymond a interrompu. Ils sont calendriers, datés et corroborés par la séquence des événements. Le juge a regardé Alana. Avez-vous déposé un divorce sous la conviction que la société de Monsieur Blaine avait une valeur modeste? Elle avala. À l'époque, oui. Étiez-vous conscient de l'accord potentiel avec les Melaxi? Elle hésita. Non. Raymond s'éclaircit la gorge. Votre honneur, avec la permission, nous aimerions appeler mademoiselle Anna Raleigh pour témoigner. Les portes se sont ouvertes et Anna est entrée comme une force de la nature. Élégant, tranchant, non uni, PDG de Medaxis est sans doute l'une des figures les plus respectées de l'industrie. Elle a pris position. Madame Raleigh. Raymond a commencé. Quand les discussions avec Monsieur Blaine concernant Nova ont-elles commencé? Le 9 février, a-t-elle dit sans un clin d'œil. Notre équipe juridique a contacté une référence interne. Et quand l'accord a-t-il été finalisé? 6 avril. Y a-t-il eu une indication au cours des premières discussions que Monsieur Blaine subissait la procédure de divorce? Non, a-t-elle répondu. L'affaire n'a été relevée qu'après le dépôt public, mais notre NDA a précédé cela. A-t-il déjà déformé la valeur ou le statut de l'entreprise? Pas une fois. En fait, il était inhabituellement réservé. Prudent même. Raymond hocha la tête et se tourna vers le juge. Votre honneur, le témoignage confirme que l'acquisition n'existait pas en tant qu'actif légal pendant la période du dépôt de divorce. La réclamation du demandeur à la moitié de l'acquisition n'est donc pas valide. Le juge hocha lentement la tête, note les notes. Puis est venu le coup final. Raymond a fait ressortir l'email. Sujet, ma promesse. Ne me laisse pas oublier. Il l'a lu à haute voix dans son intégralité. Ses paroles, sa reconnaissance, sa promesse de rembourser chaque centime des 380 000 $ que j'avais investis dans ses études. Richard s'est opposé. C'est émotionnel, pas contractuel. Raymond a tenu une copie de sa signature sur un message de suivi. Il a été suivi d'une proposition de plan de paiement écrit. Daté, reconnu, jamais rétracté. La salle d'audience était silencieuse. Le juge leva les yeux, se pencha en avant et dit les mots que j'avais attendu 6 mois à entendre. Le soutien au conjoint est refusé. La revendication de l'évaluation de Nova est refusée. Le remboursement de 380 000 $ de soutien à l'éducation est accordé à Monsieur Blaine. Son visage craqua. Ensuite, ce n'était pas seulement un choc. C'était la prise de conscience qu'elle n'avait pas seulement perdu son cas. Elle a perdu l'histoire. Les murmures se sont répandus dans la salle d'audience. Quelques journalistes à l'arrière ont commencé à griffonner rapidement. Cela allait fuir. Même si le dossier était scellé temporairement, quelqu'un parlerait. Richard se pencha vers elle, chuchotant quelque chose d'urgence. Elle secoua la tête, ses épaules s'effondreront, et pour la première fois, elle avait l'air petite. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce que l'image qu'elle a construite avait finalement brisé sous le poids de ses choix. Le juge a frappé son gavel. La cour est ajournée. Je me suis tenu, je suis boutonné mon blazer et je n'ai pas regardé en arrière. Alors que je passais devant elle, elle leva les yeux rouges, mais secs. Elle ouvrit la bouche comme elle voulait dire quelque chose. Je ne me suis pas arrêtée, je n'ai pas parlé, je n'ai pas juré,
car Victory n'a pas besoin d'un monologue. En dehors du palais de justice, l'air était différent. Plus léger. Raymond a giflé mon dos. En faire d'une victoire. Il ne s'agissait jamais de gagner, dis-je. Il s'agissait de la vérité. Eh bien, la vérité vient de vous avoir acheté justice et 380 000 $. J'ai expiré lentement et profondément. Elle ne sera plus jamais la même, a déclaré Raymond. Elle ne l'était déjà, j'ai répondu. Nous avons marché jusqu'à la voiture en silence. Et quand j'ai fermé la porte derrière moi, je n'ai pas ressenti de soulagement. J'ai ressenti une finalité. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'est l'enterrement d'une version de moi qui croyait autrefois que l'amour signifiait un sacrifice inconditionnel. Maintenant, je savais mieux. L'amour, le vrai amour, n'exige pas votre silence en échange de la montée de quelqu'un d'autre. Et quand quelqu'un vous traite comme un chapitre, vous n'attendez pas la page suivante. Vous fermez le livre. Un mois s'est écoulé tranquillement, sans drame, sans feu d'artifice, pas de nouveaux textes, pas d'appel, sans surprise d'apparition à mon bureau. Elle a disparu de ma vie de la même manière qu'elle a essayé de m'effacer des siennes. Chirurgicale, délibérée, propre. Sauf que cette fois, le silence n'était pas à moi à porter. C'était le sien. Puis un matin, une enveloppe est arrivée. Pas de frais de port, livré à la main, de couleur crème, avec mon nom écrit en cursif prudent que je n'avais pas vu depuis notre premier anniversaire. Je l'ai regardé pendant un certain temps, non pas par hésitation, mais par reconnaissance. Certaines choses, certaines personnes ont enveloppé leur culpabilité et leur élégance. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait un chèque, un paiement partiel, 1,7500 $ et une seule note écrite sur le même type de papeterie qu'elle a utilisé pour les cartes de remerciement de Med School. Je n'ai jamais pensé que tu serais le seul à gagner. J'avais tort. Et, pas d'excuses, pas d'explication. Seulement 7 mots trempés dans la défaite. J'ai replié la note dans l'enveloppe et l'ai marché vers l'évier. J'ai regardé la flamme d'un match enrouler les bords noirs. J'ai regardé le papier se recroqueviller sur lui-même comme s'il essayait de disparaître. C'était le dernier cadeau que j'ai accepté d'elle. Le reste de ma journée est allé à la différence des autres. Au bureau, la nouvelle équipe de produits finalisait le prototype de Nova Horizon, une unité de diagnostic portable qui pourrait être déployée dans des cliniques rurales avec une latence de signal nulle. J'avais embauché 10 ingénieurs au cours des 3 dernières semaines. Le solde de développement bourdonnait d'énergie. Planche blanche couverte de croquis, d'extraits de code, de chronologie. Des gens résolvant des problèmes parce qu'ils croyaient en la mission, pas parce qu'ils essayaient de prouver quelque chose à quelqu'un d'autre. Dans le coin de mon bureau, une étagère avec un seul cadre photo, pas d'elle, de moi. Assis à une table à manger fissurée, enrobant à minuit sous une ampoule vacillante. Je l'avais pris au début de la synchronisation de Nova, à l'époque où c'était juste moi, de la caféine et une idée que je ne pouvais pas secouer. J'ai gardé cette photo pour me rappeler que je n'ai pas construit cela par vengeance. Je l'ai construit parce que j'ai refusé d'être petit. Cet après-midi, j'ai parlé d'un panel pour une mise à l'échelle stratégique lors d'une conférence sur l'innovation au centre-ville. Je portais un blazer au charbon de bois, pas de cravate, un col ouvert, confiant mais ancré. Alors que je marchais dans les coulisses, quelqu'un du personnel de l'événement m'a remis une carte. Elle a laissé cela à l'avant. La fille a dit avec hésitation, a dit que vous comprendrez. Je l'ai pris à moitié curieux, à moitié épuisé. L'ouvris. J'ai vu l'invitation du panneau. Je voulais être là. Je ne pouvais pas. Je suis désolé. Je l'ai déchiré en deux, je l'ai laissé tomber à la poubelle. Vous ne pouvez pas spectateur le succès que vous essayez de saboter. Le panneau s'est bien passé. J'ai parlé de l'évolutivité, de la pression des investisseurs, de la fatigue du fondateur, de l'importance de la construction, pas seulement pour l'ajustement du marché, mais pour l'adaptation de l'âme. Le public s'est penché, a pris des notes, a posé de bonnes questions. Par la suite, un jeune fondateur m'a approché. Comment saviez-vous que cela fonctionnerait ? Elle a demandé. J'ai souri. Je ne l'ai pas fait.
Je savais juste que je ne pouvais pas laisser la vision limitée de quelqu'un d'autre me piéger. Elle acquiesça lentement, inspirée. Je suis partie en sachant que je deviendrais l'homme dont je rêvais d'être quand je dormais sur le potentiel. À la maison cette nuit-là, je me tenais dans la cuisine seule en remuant un pot de ragoût de lentilles rouges que j'ai perfectionné lors de ses rotations de 3e année. À l'époque, je l'ai fait pour elle. Ce soir, je l'ai fait pour moi. La différence avait le goût de la paix. J'ai emmené mon bol sur le balcon, j'ai regardé sur l'horizon et j'ai laissé la ville s'embarquer autour de moi. Il n'y avait aucun applaudissement, aucun écho de pas dans le couloir, juste mon souffle, stable et fort. Mon téléphone a bourdonné. Raymond, cochez votre boîte de réception, a-t-il dit. Votre pitch TEDx a été accepté. J'ai souri. Quel est le thème? Puissance de récupération. Vous êtes né pour cela. J'ai hoché la tête, puis j'ai terminé l'appel. Plus tard, j'ai ouvert un dossier sur mon ordinateur portable intitulé Futur. À l'intérieur se trouvaient des brouillons, des idées, des contours esquissés pour un fonds de mentorat, quelque chose que je pensais au lancement. Un moyen de soutenir les gens qui, comme moi, avaient tout construit tout en étant négligés. Peut-être que je l'appellerais le fonds du constructeur invisible. Il ne s'agissait pas de la charité. Il s'agissait de reconnaissance, de s'assurer que personne ne devait prouver leur valeur en silence. Une semaine après l'arrivée du chèque, je lui ai reçu une demande LinkedIn. Pas de message, pas de note. Je l'ai refusée sans hésitation. Elle avait obtenu son diplôme, mais j'avais un coffre-fort. Elle a prononcé un discours sur l'abandon du passé. Mais j'ai transformé ce passé en capital, en propriété, en quelque chose qui ne pouvait pas être coupé d'une photo ou enterré dans une pétition révisée. Elle a joué le jeu court. J'ai construit un héritage quelque part là-bas. Elle essayait probablement de reconstruire son image, priant que le conseil médical ait effacé sa revue d'éthique. Peut-être qu'elle aurait de la chance. Peut-être qu'elle ne le ferait pas. Mais de toute façon, son avenir porterait la tâche d'un plan qui a mal tourné au nom de l'homme qui a refusé d'être effacé. Quant à moi, je n'avais pas besoin de fermeture. Je n'avais pas besoin de justification. J'avais déjà reçu le seul cadeau de remise des diplômes que j'ai jamais voulu vraiment, la liberté. Et la vue de ce côté de la paix. Cela valait chaque facture que j'ai jamais payée.